Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe. Salut, moi c'est Annabelle. Moi c'est Catherine. Et moi c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler Renée, le temps d'un balado. On est les survenantes. Dans cet épisode, Annabelle, Catherine et Renée enfilent imperméables et verres fumés pour se glisser dans la peau d'enquêteuses sympathiques. Les survenantes ont tendance à se méfier des romans policiers. La misogynie, la violence spectacle, la femme-objet, bref, tous ces thèmes perturbants s'invitent trop souvent dans ces pavés sombres qui les rebutent. Peut-on repenser cet espace littéraire pour y inclure plus de bienveillance envers tous? C'est la question que se sont posées vos survenantes en soulevant ce troisième défi, C'est pas ma tasse de thé, dédié au mystère douillet. Annabelle nous présente un petit historique du genre policier et nous explique comment sont construits les mystères douillets. Renée, véritable mordue du genre, nous présente The Frangipani Tree Mystery, le premier tome de la série The Crown Colony de Ovidia Yu. Annabelle nous propose ensuite de rallier l'Angleterre avec Chou à la crime, le premier tome de la série L'été meurtrier d'Oxford de H.Y. Hannah. Catherine, quant à elle, nous invite dans une petite communauté du sud des États-Unis avec Can't Judge a Book by Its Murder de Amy Lillard. Vous êtes en compagnie des survenantes. Retrouvez-nous sur Instagram et Patreon pour nous faire part de vos impressions. Appréciez-vous les mystères douillets ou êtes-vous plutôt sceptique? Quelle série avez-vous dévoré? Les jeux de mots vous font-ils rigoler ou rouler des yeux? Connaissez-vous des autoristes de mystères douillets francophones que nous devrions lire? Nous avons hâte de vous entendre. En attendant, bonne écoute! Est-ce que vous lisez des romans policiers? Oui, je lis 1 ou 2 romans policiers par année en général, surtout quand je suis en vacances ou en voyage. Je trouve que c'est comme des bonnes lectures pour se divertir et se changer les idées. Moi, non. Non? Je lis vraiment pas beaucoup de romans policiers. À vrai dire, j'ai jamais été une mordue du genre. C'est pas que je le boude non plus, là. J'en ai lu dans ma vie. Tu sais, peut-être une fois aux 3 ans, là, je vais en prendre un, puis je vais quand même apprécier ça. En 2022, j'en ai lu 2, ce qui est quand même beaucoup, là, pour moi. Tu sais, depuis le début de l'année, j'en ai lu 2 autres parce que j'ai découvert Roxane Bouchard grâce à Annabelle, puis là... Je suis comme tombée à fond là-dedans. Là. Je les ai lus tous les 2 en l'espace d'une semaine. J'ai beaucoup de préjugés, en fait, envers les romans policiers. Je trouve que c'est souvent plein de stéréotypes ou c'est cliché, que souvent c'est sexiste. Puis, j'aime pas ça quand c'est des histoires trop sombres ou trop sordides. Tu sais, j'ai besoin que ça reste un peu lumineux, là. Fait que avoir des personnages attachants, un peu d'humour. OK, là, des meurtres, ça va mal, non, là, mais quand genre, ça devient trop graphique ou trop sordide, puis qu'on insiste trop sur cet aspect-là, ça, c'est vraiment pas mon truc. Ouais, moi aussi, j'ai souvent été déçue par les romans policiers parce que je trouvais que les personnages étaient vraiment, comme tu le dis si bien, là, teintés de tous les préjugés sexistes qu'on pourrait imaginer. Des personnages féminins qui étaient souvent secondaires ou avec des rôles vraiment poches. Des personnages féminins qui servent en fait à l'enquêteur, là. C'est des personnages qui vont être comme des pions sur l'échiquier de l'enquête puis qui n'ont pas vraiment d'agentivité ou de rôle dans le livre. Puis moi, ce qui me dérangeait beaucoup, là, c'est dans les livres que je lisais dans la jeune vingtaine, puis qui me fait décrocher du genre complètement, c'était vraiment la violence tellement explicite envers les femmes, un peu comme une violence spectacle, mise en scène. On dirait que moi, ça me répugnait, j'aimais vraiment pas ça, puis je me suis dit, mais les gens qui lisent ça, est-ce qu'ils lisent ça parce qu'ils aiment l'enquête ou c'est parce qu'ils aiment les détails sordides, comme tu le dis, ou le côté sanglant de la violence perpétrée contre les femmes. Donc, comme la maudite intrigue de la travailleuse du sexe qui se fait assassiner. Exactement. Puis justement, moi, la dernière fois que j'avais lu un roman policier avant de renouer avec le genre grâce à Roxane Bouchard, j'avais lu la trilogie berlinoise de Philippe Kerr. Moi, des personnages féminins qui servent d'objets de séduction ou de pions, ça m'intéressait pas. Fait que j'en ai pas lu souvent. Puis là, on s'est comme donné ce défi-là aujourd'hui. Puis au début, j'étais comme, je sais pas si je vais aimer ça parce que moi aussi, j'ai plein de préjugés. Puis moi aussi, je suis restée sur une mauvaise impression
Fait qu'avec le défi qu'on s'est donné pour C'est pas ma tasse d'été aujourd'hui, c'est sûr qu'on explore un côté plus lumineux là, des romans policiers, mais ça m'a quand même fait renouer un peu avec le genre, puis ça me tente de lire des femmes qui écrivent dans ce genre-là, puis de vraiment plonger dans des enquêtes intéressantes avec beaucoup d'intrigues, des indices, des rebondissements. Je pense que c'est un genre qui a beaucoup de potentiel. Je pense que de mon côté, c'est sûr que ce que vous racontez, ça me parle dans le sens où je suis très sensible aussi à la représentation de la violence, puis le mystère qui tourne autour d'une fille qui a disparu parce qu'elle a été assassinée, violée d'abord, assassinée ensuite, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il faut sortir un peu de cet arc narratif-là qui revient à toutes les sauces. Mais, fait que moi, dès qu'il y a de la violence sexuelle, c'est un no-go. Mais ce qui est très intéressant avec les Cozy Mysteries dont on va parler aujourd'hui, c'est que c'est pas mal absent normalement de cette littérature-là, la violence faite aux femmes. Puis souvent, c'est des femmes qui sont mises enceinte en tant que femme forte. Donc, moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Puis ça m'a ramené un peu à mes souvenirs d'enfance ou d'adolescente où j'aimais ça lire des romans policiers. Puis j'en garde vraiment un bon souvenir comme d'être vraiment dans mon cocon, dans ma chambre, à lire, je sais pas, Agatha Christie ou à lire des choses que j'empruntais à la bibliothèque. Puis souvent, ce que je préférais, c'était justement les mystères assez légers où il y a des énigmes, il y a quelque chose qui a disparu, puis on n'est pas nécessairement dans la grosse violence, mais plutôt dans les codes, les mystères à résoudre par l'intelligence, puis t'essaies de voir toi-même en tant que lecteur, en tant que lectrice, comment est-ce que je pourrais moi aussi résoudre le mystère avant le livre, tu sais. Plus t'en parles, plus je me souviens en fait que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de livres, justement, des romans policiers, mais jeunesse. J'adorais Christine Brouillette, là. C'était mon autrice préférée en 4e année. Oh. J'ai lu plein de livres de sa série, puis là, le nom des personnages, je m'en souviens pas trop, là. Mais je me souviens que j'aimais beaucoup son écriture, fait que quand j'ai commencé à lire de la littérature plus orientée vers le monde des adultes, c'est là que ça a comme pris une dérape. Mais je pense que j'aurais encore beaucoup de plaisir à relire mes petits romans de la courte échelle qui sont dans la boîte chez ma mère, dans le sous-sol. Puis à les feuilleter, puis juste me replonger dans ces univers-là parce que, comme on va en parler aujourd'hui avec les Cozy Mysteries, il y a une part de naïveté, il y a une part de légèreté. Puis c'est des univers où est-ce que, oui, il y a une énigme, il y a peut-être un peu de danger, mais on n'est pas dans les extrêmes comme on serait dans d'autres romans là, qu'on a explorés déjà. Là. Le roman policier, ou ce qu'on appelle mystery novel en anglais, a fait son apparition en littérature au courant du 19e siècle avec l'arrivée des forces policières professionnelles dans les grandes villes anglaises, parce qu'à ce moment-là, les grandes villes connaissent une augmentation démographique qui est fulgurante des suites de la révolution industrielle. Au courant des années 1920-1930, c'est l'âge d'or du roman à mystère, le whodunit. Des autrices comme Agatha Christie puis Dorothy Sayers font sensation à ce moment-là avec leurs romans qui plongent les lecteurs dans la résolution d'énigmes. Dans les années 40 puis 50, il y a une montée en popularité des romans policiers plus sombres, plus dark, qui baignent dans l'univers de la criminalité, le travail protocolaire des enquêteurs, la corruption du système, les crimes violents, etc. Fait qu'on change complètement de paradigme. Puis dans les années 60, on observe un retour en force des romans à la sauce Agatha Christie, avec des énigmes à résoudre, mais sans la grosse violence ni le côté trop sombre des romans policiers conventionnels qui sont encore populaires quand même à l'époque. Et là, on assiste à l'essor du genre littéraire dont on va vous parler aujourd'hui. Tada! Les Cozy Mysteries. Oui! Et j'adore le mot en français, les mystères douillets. Quelle belle traduction! Vous devez vous demander... Qu'est-ce que mystère douillet en littérature? On ne change pas une formule gagnante. Absolument pas. Dans les mystères douillets, un peu comme dans les romans policiers traditionnels, on suit l'évolution d'une enquête. Donc, on va collecter en même temps que le personnage principal des indices au fil des pages. Puis l'intrigue du livre va nous tenir en haleine du début à la fin. Puis c'est souvent vraiment à la fin, dans les dernières pages, qu'on a les dernières pièces du casse-tête du puzzle mystérieux. Les mystères douillets sont douillets, même si on est sur les traces d'un criminel, même s'il y a eu un meurtre, parce qu'il n'y a pas de violence graphique, il n'y a pas de grosses scènes sanglantes dégueu, on n'a pas non plus de drames familiaux ou n'importe quoi de triste, de trop triste.
Puis comme pour les romans d'amour dont on vous a parlé dans notre premier épisode, quand on parlait de la littérature sentimentale, ben la fin des Cozy Mysteries, elle est heureuse. C'est une lecture qui est divertissante puis réconfortante à la fois, fait que c'est du gros feel good. Alors qu'est-ce qui fait un bon Cozy Mystery? Il y a des ingrédients dans une recette. Alors depuis les années 60, là, le genre s'est transformé puis on est maintenant rendu avec des ingrédients de base, un peu comme un gâteau aux pommes, mettons là. OK. Fait que notre premier ingrédient, ben, c'est la présence d'une protagoniste qui va surtout être une femme, généralement, parce que c'est des livres écrits surtout par des femmes. Et la protagoniste, c'est une personne qui se retrouve au centre d'une enquête malgré elle. Donc, c'est une enquêteuse amatrice. Et elle occupe souvent un emploi de jour comme libraire, barista, chef pâtissière, ou bien elle va exceller dans le tricot, le scrapbooking, la couture, des beaux hobbies qu'on aimerait donc être capable de faire. Puis là, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que notre héroïne est appelée à résoudre un crime alors qu'elle n'est pas payée pour le faire? Eh bien, dans l'histoire, les femmes... Parce que les femmes aiment ça faire des choses qu'elles ne sont pas payées. Parce que les femmes aiment le travail invisible, non payé, bénévolat. OK. Eh bien, dans l'histoire, les forces de l'ordre sont soit inefficaces ou tout simplement corrompues. Donc, notre personnage n'aura pas le choix de pallier ce manque avec ses qualités humaines et son intuition. Ben, c'est ça, c'est qu'on n'a pas le choix de sauver la société avec notre travail. Exactement. Et l'intelligence, bien sûr. Pour un bon cosy, ça prend aussi une ambiance de village où tout le monde se connaît. La protagoniste va naviguer à travers les commérages, les indices de son voisinage tout au long du livre. Ça prend aussi des personnages attachants et comiques comme un acolyte excentrique. Donc, ma traduction préférée de quirky sidekick. Okay? Donc, le quirky sidekick va donner un bon coup de pouce à notre héroïne dans son enquête. Puis, on va remarquer aussi que dans les cosy, généralement, la famille va prendre une place quand même importante. On va avoir souvent les parents qui sont là, frères et sœurs. Les mystères douillets contiennent pas de scènes de violence graphique, il n'y a pas de scènes d'agression ou d'actes sexuels. Le ton est léger, il n'y a pas de langage vulgaire non plus, généralement. Puis, on est en plein dans le genre de livre qu'une famille au complet pourrait lire ensemble. Oui, absolument, oui. Oui, ou sur speakerphone à l'épicerie. Qui fait ça? J'ai mentionné ça dans le premier épisode. Oui. Je le trouvais tellement drôle, j'avais pas le choix de le répéter. Donc, je vous ai donné les ingrédients principaux pour réussir un bon mystère douillet. Mais on a aussi des garnitures, donc des petites choses qui rendent un livre bien spécial. Mais les garnitures sont souvent les mêmes d'un livre à l'autre. Donc, dans les livres, on parle souvent de dessert, de bouffe. C'est même fréquent de retrouver des recettes à l'intérieur du livre. C'était le cas. Ouais. Oui, c'était le cas pour le mien. Les animaux peuvent prendre une place importante aussi, comme les chats et les chiens. Il y a même des mystères douillets où l'acolyte excentrique, ben, c'est l'animal de compagnie. Ce genre littéraire-là flirte souvent avec la littérature sentimentale, donc on va souvent trouver une intrigue amoureuse en parallèle là, qui va se dérouler pendant l'enquête, dont nos fameux triangles amoureux, on adore ce trope. Puis le titre du livre va contenir la plupart du temps un jeu de mots ou quelque chose qui a rapport avec la bouffe ou le hobby de la protagoniste. Dans beaucoup de cosies, on retrouve des protagonistes fortes et ingénieuses. Elles prennent les choses en main parce qu'elles ne tolèrent pas le statu quo. Elles vont brasser la cage du patriarcat, puis elles font comme un pied de nez à ceux qui vont sous-estimer leurs aptitudes pour combattre le crime. Mais attention, on est loin du personnage parfait ou de la femme sacrificielle qui s'abandonne pour le bénéfice des autres. On n'est pas là-dedans du tout. On a droit à des héroïnes qui sont imparfaites et qui shakent les conventions. Mais qui font quand même du bénévolat. Mais comme on dit, tout le monde n'est plein de contradictions. C'est ça! Depuis les dernières années, on retrouve de plus en plus des mystères douillets écrits par des auteurs et auteurices racisés ou qui font partie de la communauté LGBTQ. Ces livres-là vont mettre en vedette des protagonistes issus de la diversité puis qui vont combattre à la fois le crime et le système d'oppression qui leur mettent des bâtons dans les roues. Les mystères douillets peuvent donc être un espace d'empowerment dans l'univers des romans policiers qui demeure quand même dominé par la gente masculine blanche, somme toute. J'aimerais ça savoir, les filles, comment vous avez choisi vos livres pour aujourd'hui? Mais moi, j'avais envie de lire quelque chose en français. Parce que là, je sortais d'une vague de livres en anglais, puis j'avais vraiment envie de remettre mon cerveau en français.
mais j'avais pas nécessairement envie de lire quelque chose qui se passait en France. Fait que là, j'ai commencé à chercher sur Goodreads, puis là, j'ai trouvé une série, ça s'appelle L'été meurtrier d'Oxford. C'est écrit par l'autrice Signée Hannah. Qui écrit en fait son nom de plume, c'est ses initiales, H.Y. Hannah. Puis quand j'ai vu que ses livres étaient traduits en français, elle a une série de 7 livres, je crois, puis elle en a 5 là, qui sont traduits, je me suis dit, ah, c'est parfait. Il y avait des photos de chats sur ses livres en anglais, des jeux de mots avec des desserts, je vous en parlerai un peu plus tantôt. Donc je me suis dit, c'est parfait pour moi, je vais lire Chou à la crime, le premier tome de la série. Donc moi, c'est vraiment le jeu de mots, les chats, c'est l'univers, ça se passe en Angleterre. J'ai dit parfait, c'est traduit en français, je me lance. De mon côté, j'ai aussi regardé des listes sur plein de blogs sur Internet pour voir c'est quoi à peu près qui se faisait, qui avait l'air intéressant. J'avais comme pas envie de lire nécessairement un livre un mystère douillet classique, mais de voir un peu les variantes qui se faisaient partout dans le monde. Au final, je suis tombée sur une série qui s'appelle The Crown Colony. Puis ça se passe à Singapour. C'est de l'autrice Ovidia Yu. Puis on suit une jeune fille qui mène des enquêtes à l'époque coloniale, à la fin des années 30 à Singapour. Puis tout de suite, j'ai vu que ça m'intéresse vraiment beaucoup ce contexte historique-là. Je connais pas beaucoup de choses là-dessus. Les reviews, les commentaires ont l'air assez bien. Il y en a 6. Donc c'est comme, je me suis dit, bon, si j'aime ça, ça va être cool. Je vais pouvoir poursuivre mon aventure puis en lire d'autres. Je vous en dirai un peu plus sur ça tantôt. Ben, moi, vous avez choisi vos livres avant moi, fait que je me suis rabattue sur ce qui restait. Ok, parce qu'il y a tellement de mystères douillets. Mais il y en a tellement. Est-ce que tu aurais voulu lire peut-être un Non, mais c'est juste que toi, Annabelle, t'avais choisi un truc qui jouait plus avec le monde des pâtisseries. Tu sais, on dirait qu'il y a vraiment comme des... Une niche. Oui, vraiment des niches, là. Il y a les chats, il y a les livres, il y a les pâtisseries. Après, il y a les contextes plus historiques qui se passent dans d'autres pays. Oui. Puis les hobbies, hein, scrapbooking, couture et compagnie. Oui, tricot. Mais là, c'est ça, comme tu avais déjà choisi un truc qui avait rapport avec la bouffe, je voulais pas aller là-dedans aussi. Je voulais pas aller dans un truc trop historique non plus. Alors là, j'ai cherché un truc qui aurait à voir avec les livres. Parce que moi, j'adore les livres qui parlent de livres. Ah, t'aimes les livres qui parlent de livres? Ouais, mais tout ce qui est genre une libraire ou une bibliothécaire, là, je serais vraiment là-dessus. J'ai finalement opté pour un livre audio que j'ai quand même apprécié. C'était un bon divertissement. Puis aussi, je veux dire que j'ai cherché pour des livres québécois, mais j'ai pas réussi à en dénicher qui retenait mon attention. J'ai comme eu l'impression aussi que c'était un genre plus anglophone. Mm-hmm. Puis que les traductions charmaient quand même beaucoup le public français, notamment. Mais qu'il y avait pas tant de choses qui étaient publiées ici au Québec. J'ai pas trouvé de livre français qui attirait vraiment mon attention. Moi, j'ai lu Can't Judge a Book by Its Murder de Amy Lillard, qui est une autrice américaine qui vient du Mississippi, mais qui vit depuis assez longtemps en Oklahoma. Ce roman-là n'a pas été encore traduit, mais c'est une série en anglais. Il y a 3 tomes jusqu'à présent. La série s'intitule Main Street Book Club Mysteries. Puis les autres tomes ont des titres open un peu douteux aussi. On sait ce que tu en penses. Ah, mais moi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. J'adore ça. Amy Lillard, c'est aussi une autrice de livres d'amour, en fait, de littérature sentimentale, en plus de mystères douillets. Je pense que c'est souvent le cas. Mm-hmm. Elle écrit des romans plus contemporains pour le grand public, on va dire, mais aussi, tenez-vous bien, des romans d'amour amish. Ah! Amish? Ouais. Wow! OK. Ouais. Est-ce qu'elle est de la communauté amish? Non, elle n'est pas amish en passant. OK. C'est un sous-genre qui pogne apparemment plus qu'on pourrait le croire. OK. Puis, surtout chez les lectrices qui sont chrétiennes, sans nécessairement être amish. Alors, en fait, elle a commencé à écrire ce livre-là parce qu'elle est intriguée par la culture amish, mais aussi parce que son éditrice lui a dit que ça pognerait. Wow! Cool! Elle l'a écrit sur son blog, tu sais. Il faut essayer ça. Ouais. Alors, le résumé de l'intrigue, maintenant. Arlo est une jeune femme entrepreneur qui a ouvert récemment une librairie-café avec sa meilleure amie Chloé dans la petite ville de Sugar Springs, au Mississippi. Alors, on a le trope là, de la petite ville. Mm-hmm. Arlo vient d'une famille de hippies nomades qui, à la fin de son adolescence, s'est arrêtée dans cette charmante communauté où Arlo a finalement décidé de rester et de s'établir. Au début du roman, toute la ville est fébrile parce que la réunion de l'école secondaire va bientôt avoir lieu.
On attend avec impatience notamment le retour de Wally Harrison, dont le premier livre Missing Girl est sorti récemment et a fait de lui une célébrité. Arlo aussi a très hâte parce qu'elle organise une signature de livre à la librairie avec Wally et ça va vraiment bénéficier son établissement. Le problème, c'est que quelques jours avant le jour J, Wally est retrouvé mort sur le pavé de la librairie après avoir fait une chute de plusieurs étages. Oh boy! Tout semble incriminer Chloé, la copropriétaire et ancienne copine de Wally, qui avait accueilli Wally le matin même à la librairie. Ta, ta, ta. Déterminée à sauver son ami, Arlo sera aidée par les 3 membres plus âgés du club de lecture de sa librairie, Helen, Fern et Camille. Ce sont, en fait, vraiment elles les super-héroïnes de l'histoire. Rentre aussi en scène Mads, le nouveau chef de police et ex d'Arlo, et Sam, l'autre ex d'Arlo, récemment débarqué en ville après des années d'absence et qui travaille maintenant comme détective privé. On dirait que c'est mon livre, mais comme dans une librairie. C'est tellement drôle. Alors, ce que j'ai aimé l'atmosphère du sud des États-Unis. Moi, je suis vraiment une fan là, du sud des États-Unis. Il y a le charme aussi d'une petite communauté soudée et sympa. Ça gagne tout le temps avec moi. C'est comme mon gros fantasme. Puis, le livre audio est facile à écouter. Il est narré par Mary Hoffman. Ça se lit vite, c'est divertissant, c'est même comique par moments. C'est bien narré, c'est une expérience douillette. C'est pas traumatisant, c'est pas bouleversant, c'est pas troublant. C'est une écriture simple, maîtrisée. L'intrigue est bien construite, même si la fin est finalement pas très surprenante et un petit peu décevante. Il y a une trame narrative parallèle, ça je trouve que c'est tout le temps bien. C'est un triangle amoureux, on adore. Alors, il y a de la tension entre Arlo et ses 2 ex, le chef de police Matt et l'enquêteur privé qui débarque en ville, Sam. Ça, j'aime bien ça quand on peut suivre différentes trames narratives en même temps. Je trouve que ça rajoute quelque chose. J'ai aussi vraiment adoré le trio de femmes plus âgées, hautes en couleur, Hélène, Camille et Fern, qui forment le club de lecture, mais qui ne lisent pas beaucoup dans le fond, puis qui décident de résoudre le crime. Chacune a un caractère très différent, mais tout de même bien trempé. Puis c'est vraiment elles, les héroïnes de l'histoire. Elles sont pas gênées, sont audacieuses, sont débrouillardes, puis vont pousser Arlo à agir et prendre des risques. Dans l'amitié entre femmes, c'est un thème vraiment important dans ce livre-là, entre Arlo et Chloé, entre les femmes plus âgées, entre les femmes plus âgées puis Arlo. Ce que j'ai moins aimé, c'est que Arlo est vraiment comme la gentille fille. Elle est comme trop fine, elle est trop sage, elle prend pas beaucoup d'initiatives ou de risques. Elle est tout le temps en train d'essayer de calmer les grands-mères, là, dans le fond. Elle n'est pas vraiment audacieuse. C'est comme si chaque piste ou presque lui tombait dessus par hasard ou lui était offerte par quelqu'un d'autre, soit l'enquêteur privé, soit une des membres du book club ou un autre personnage. Arlo va passer son temps à essayer de convaincre des hommes avec plus de pouvoir qu'elle de passer à l'action, plutôt que de prendre certaines choses en charge elle-même. Puis ça devient un peu énervant vers la fin, là. Je veux dire, une fois qu'on spotte ça, on n'arrête pas de le spotter, là. Puis on dirait que tout lui vient tout cuit dans le bec, puis on la trouve un peu passive, là. Heureusement que les 3 madames du book club sont là pour sauver la mise. Vive les book clubs. Ouais. Ce qui est aussi un peu énervant dans le livre, c'est Chloé, qui refuse de se battre, est comme non, mais tout m'incrimine, je suis faite, arrêtez de vous battre pour moi. Puis elle a un amour irrationnel pour Wally, qui était dans le fond un vrai trou du cul. Okay, un vrai salaud, qui était charismatique mais super arrogant, puis il est jamais représenté comme quelqu'un d'aimable dans le fond. Ça c'est bien parce qu'on n'a pas de peine qu'il soit mort, tu sais. Puis la dernière chose que j'ai moins aimé, c'est que ça se passe dans une librairie, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de mentions d'allusions littéraires, tu sais, il y en a peut-être maximum 4-5, là. On parle pas beaucoup de livres, dans le fond. Tu sais, les personnages lisent pas vraiment, on parle pas beaucoup de livres. Puis Chloé est en prison pendant plusieurs jours, elle est isolée dans une cellule à rien faire. Puis Arlo va jamais penser y emmener un livre. Moi, je suis comme... Tu sais, moi, je serais pognée dans une cellule, là, j'ai pas le droit de mon téléphone, il n'y a pas de télé, rien, là. Même s'il y avait mon téléphone et la télé, je serais comme, amenez-moi des livres, là. Il y a peut-être des occasions ratées pour mieux créer comme... l'histoire. Ouais, c'est comme si on avait dit, OK, moi, je vais prendre le truc de la librairie, là, dans les ingrédients qui fonctionnent pour un mystère douillet. Puis, bon, OK, ça se passe dans une librairie, that's it.
Imaginez-vous le reste dans vos têtes, Ouais, ça c'est sera pas ça. écrit dans les pages. C'est ça. Ouais. Alors, mais somme toute, c'était quand même une expérience agréable. Faut juste pas comme trop sticker sur ces légers détails. Mais j'ai eu du fun. Je vais peut-être lire les autres livres de la Ah. série. Fait que t'as quand même assez aimé ça pour peut-être explorer d'autres Ouais. tomes. Ouais. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai choisi mon livre en furetant un peu sur Internet pour voir ce qui se fait. Puis j'ai eu un gros coup de cœur pour le contexte qu'on me promettait dans The Frangipani Tree Mystery. Je traduirais librement par Le mystère du frangipanier. Il n'y a pas encore de traduction française. J'aimerais trop ça qu'il y en ait parce que vous le devinerez à ce qui va suivre. J'ai vraiment aimé mon expérience de lecture. Donc, c'est le premier tome d'une série de 6 livres de l'autrice Ovidia Yu, qui est née en 1961 dans l'État de Singapour. Adulte, elle a commencé des études en médecine avant de tout laisser tomber pour se consacrer entièrement à l'écriture. Elle écrit des pièces de théâtre, des nouvelles et des romans policiers douillets. Je me suis procuré un exemplaire électronique sur ma liseuse, puis j'ai lu mon livre en l'espace d'un week-end. Je pense que je l'ai vraiment dévoré. C'était intriguant, mais surtout ça mettait en scène un lieu puis une époque que je connaissais pas du tout, soit la colonie anglaise de Singapour à la fin des années 30. Donc on est vraiment dans un croisement entre roman douillet et fiction historique. Je pense que moi, personnellement, ça m'a vraiment parlé. J'ai essayé d'autres mystères douillets aussi avec la nourriture, puis les tropes un peu plus classiques. J'ai aimé aussi vraiment beaucoup. Donc, c'est l'histoire de Su-Lin, qui est une adolescente d'origine chinoise qui a été élevée par sa grand-mère dans la colonie anglaise de Singapour. Su-Lin, qui a contracté la polio bébé, boite d'un pied. Ça ne l'empêche pas de vouloir vivre sa vie comme elle l'entend. Elle a un talent pour les langues et elle rêve de devenir journaliste. Déjà, vous voyez un peu que c'est assez inspirant comme modèle dans un livre. Pour échapper au projet de sa famille de la donner en mariage, Su-Lin va finir par travailler dans la demeure du gouverneur anglais par intérim. Elle va être engagée pour remplacer la bonne d'enfant, une jeune femme irlandaise qui est décédée dans des circonstances qui semblent de plus en plus douteuses aux yeux de Su-Lin. Elle va donc offrir son aide à l'inspecteur en chef, Lefroy, pour tenter de résoudre le mystère qu'est-il arrivé à la bonne. Donc, ce que j'ai vraiment aimé dans ma lecture, j'ai aimé l'évolution de la protagoniste Chen Su-Lin ou Su-Lin. Donc, on a un aspect vraiment féministe de l'écriture. Ovidia Yu, c'est un peu la première autrice assez connue à Singapour qui a une position féministe. Donc, on suit vraiment une personnage forte dans l'histoire qui est une jeune adolescente finalement, qui, à travers la série, devient une jeune femme. Donc, je me suis vraiment attachée au personnage puis j'ai aimé ça, suivre son évolution. Le croisement des genres, ça m'a énormément plu, je l'ai dit tantôt, mais roman historique qui rencontre le mystère douillet, je pense que c'est une formule pour satisfaire René. L'autrice a fait un travail de recherche phénoménal. C'est incroyable tout comment elle intègre les archives, les épisodes historiques qui ont vraiment eu lieu, puis elle tisse l'histoire autour de ça. Je serais pas capable de faire ça, je dirais. J'ai vraiment aimé comment elle met le matériel de l'époque en scène dans son roman. Un autre truc que j'ai adoré, c'est la place occupée par la nourriture. La description des plats préparés par Su-Lin et sa grand-mère donne vraiment faim. Et ça a l'air vraiment bon. Moi, je commence ça demain. Catherine puis moi, on se regarde à chaque 3 secondes. Qu'est-ce qu'on attend? C'est pas juste. C'est pas vrai! Donc, on apprend vraiment beaucoup de choses sur les traditions culinaires de la communauté chinoise de Singapour. Il y a aussi le portrait vraiment vibrant de la ville. Là. On en apprend beaucoup sur les différentes langues parlées à Singapour et les différentes origines qui composent l'endroit et les rendent uniques. Là. Je pense que c'est tous des éléments que je nomme qui font partie des choses que j'adore. Fait que je suis vraiment tombée sur un livre taillé sur mesure pour moi. On sent aussi que l'autrice, elle connaît bien sa ville puis qu'elle l'aime. Tu sens qu'elle aime vraiment sa ville. Elle en parle avec affection malgré le fait que, comme toute ville, il se passe toutes sortes de choses belles et moins belles. Pour finir, ok, j'ai vraiment beaucoup de points de choses que j'ai aimées, mais il y a la thématique botanique de la série. Chaque bouquin met en... Là, les filles s'en regardent, sont comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? La bouffe, des langues, l'histoire, le journalisme, le personnage féminin. C'est comme plein de bons ingrédients. Pourquoi on lit pas ça dans le book club en Ouais, plus? On devrait Ouais. tellement... Moi, en plus, j'avais vu la couverture là, en feuilletant pour un livre. Puis là, elle a commencé à le lire avant moi. Quand j'ai vu ça sur Goodreads, j'étais tellement déçue. Oh non! Puis là, je suis quasiment fâchée. Oh!
Donc, c'est ça. Il y a une thématique botanique. Chaque tome de la série tourne autour d'un arbre qu'on trouve pas mal uniquement à Singapour. Ben, pas uniquement à Singapour, mais en grande quantité à Singapour. Donc, on est vraiment... On voit un peu la flore de la Malaisie, puis j'ai vraiment appris plein de choses sur le pays, puis sur l'État de Singapour. Les choses que j'ai moins aimées, peut-être, c'est que là, vous l'entendez, là, c'est assez chargé en termes de thèmes. Il se passe plein de choses. Il y a de la bouffe, il y a des fleurs, ça finit plus. L'écriture, c'est peut-être moins concentré sur le développement des relations entre les personnages. Des fois, je trouvais que c'était pas tout à fait solide ou que comme un personnage était trop parfait ou qu'il manquait un peu, c'est ça, de nuances dans les traits des personnages. Il y a comme par exemple l'inspecteur Lefroy. Et pour moi, il était pas assez vivant ou imparfait pour qu'on s'y attache. Parce qu'on sent qu'il est vraiment important dans la vie de Souline, qu'ils ont comme une belle relation, mais on voit pas pourquoi. Elle nous dit, je l'admire, puis lui, il va prendre soin d'elle. Fait que c'est un peu comme une figure du père, mais on comprend pas comment ça s'est tissé aussi rapidement puis aussi solidement. Mais j'ai eu l'impression des fois dans certains tomes que le rythme de l'action, le rythme de l'histoire pouvait stagner ou s'étirer à des endroits où c'est peut-être pas nécessaire. Fait que là où il y a comme une grande maîtrise du contexte historique, de la culture, de la représentation des langues, il y a un beau travail de recherche. Il y a peut-être dans l'écriture une certaine maladresse en termes de garder le lecteur accroché assez Puis à maintenir le rythme, finalement. C'est ça, pour créer une espèce de climax à la fin. Fait que moi, c'est mon seul côté où j'étais comme... Je lisais, puis j'étais comme... Ah, ça, je devrais peut-être passer moins de temps là-dessus. Tu sais, je la regardais un peu avec des yeux d'éditrice pour essayer de voir comment je pourrais faire. Parce que tout est là. La recette est excellente, mais c'est ça. Il y a comme un... Des fois, il y a des lenteurs. Mais je me demande, est-ce que ça s'améliore au fil de la série, ces deux aspects-là? Pas vraiment. Je te dirais que c'est un peu le point faible de la série en entier. Peut-être que c'est différent dans le 6e tome, mais je l'ai pas lu encore, mais il y a comme quand même une certaine inconsistance dans le rythme. Des fois, ça va vite, trop vite, puis des fois, ça va pas assez vite. Fait que comme un équilibre entre les deux, ça aurait été bien. Mais sinon, je pense que vous le devinez, c'est assez rythmé pour vouloir quand même terminer le tome puis voir qu'est-ce qui va arriver puis qui a fait quoi. Mais tu sais, on a décidé de relever ce défi-là, en novembre. Ouais. Puis on est en février, puis t'as lu 5 livres. Là, oui, ah oui, je pense que, tu sais, en termes de tous les éléments que j'ai mentionnés tantôt, ça valait vraiment la peine. Puis ça m'a... Seulement quand ça arrive, des coups de cœur comme ça me donne envie de voyager aussi. Je suis comme, Puis je suis allée écouter d'autres épisodes comme 99% Invisible sur l'histoire de la ville, qui est vraiment fascinante, sur l'occupation japonaise, parce que là, on suit Souline d'un épisode à l'autre, c'est-à-dire on suit la fin du colonialisme anglais, le début de la Seconde Guerre mondiale, donc l'invasion du Japon. Donc, tu sais, c'est vraiment le contexte historique qui est riche et il évolue d'un tome à l'autre. Puis là, je suis rendue à la fin de la Seconde Guerre mondiale, là, les Japonais sont à la veille de perdre, là. Fait que le prochain tome, je pense que ça va sûrement être le lendemain de tout ça dans la vie de Souline. Alors, c'est à mon tour de vous présenter mon livre. J'ai lu Chaud à la crime de H.Y. Hannah. J'avais tellement hâte qu'il arrive à la bibliothèque, mais malheureusement, c'est le 2e tome qui est arrivé en premier, qui s'appelle Beauté fatale, mais thé ici étant le thé qu'on boit. Donc, vous voyez encore le jeu de mots. J'ai donc lu Beauté fatale, le tome 2, avant de lire le tome 1 parce que je me pouvais plus. Je voulais absolument le lire rapidement. Donc, ça l'a un peu... je veux pas dire miné là, ma lecture du premier tome, mais j'avais comme des éléments de réponse déjà avant même de l'avoir lu, étant donné que j'ai lu le 2e livre. Donc, c'était... Tu t'es divulgachée. Je me suis divulgachée, mais ça m'a pas empêché d'apprécier mon expérience. Fait que je vous présente ça. D'habitude, ils font attention dans ces séries-là pour pas trop divulgacher les autres. Il y a une couple de petits trucs qui divulgachent malheureusement. Donc, ne faites pas comme moi. Commencez par le premier livre. Empruntez le premier d'abord et attendez qu'il arrive avant d'entamer le 2e.
Donc, H.Y. Hannah, c'est une autrice qui est d'origine taïwanaise, mais elle a habité un peu partout dans le monde depuis sa jeunesse. Elle a voyagé avec ses parents aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Angleterre. Puis finalement, elle s'est installée avec son mari en Nouvelle-Zélande, puis ils ont déménagé finalement en Australie. Donc, vous voyez un peu le portrait. Elle a voyagé beaucoup. Mais elle s'est installée pendant un certain temps en Angleterre. Elle a fait des études universitaires à la célèbre université Oxford. Elle a fait une maîtrise en anthropologie. Ensuite, elle a travaillé dans plusieurs domaines. Le marketing, elle a été mannequin. Elle a fait de l'enseignement, elle a enseigné l'anglais comme langue seconde à travers le monde. Puis finalement, à un moment donné, elle a décidé de faire l'écriture son métier. J'ai dit, mais pourquoi pas, quand t'as tout fait, déjà. Donc, c'est une passionnée de romans à mystère là, depuis son enfance. H.Y. Hannah, elle est reconnue pour sa plume comique. Puis, si je pouvais lui décerner un prix bien personnel, ça serait celui des meilleurs jeux de mots pour sa série d'été meurtriers d'Oxford. Donc, je vais vous donner quelques titres de ces livres-là. Évidemment, c'est pas tous les titres qui sont bons, mais j'en ai souligné une couple dans sa liste. Donc, All Butter Short Dead, au lieu de Shortbread. Mm-hmm. A Scone to Die For. Ça, c'est mon livre que je lis, donc je suis à la crime. Two Down, Bun to Go, qui a été traduit par Flagrant délice, qui est quand même pas mal en français. On va féliciter l'effort de la traductrice. Il y avait aussi Another One Bites the Crust. Oh! Avouez, c'est pas pire, hein? The Dough Must Go On. Oh my! Ces deux livres-là n'ont toujours pas été traduits, malheureusement. Puis, j'ai hâte de voir la traduction qu'ils vont proposer. Puis, pour finir, The Moose Wonderful Time of the Year. Alors, Mousse, M-O-U-S-S-E. je ne vous cacherai pas, oui, je ne vous cacherai pas qu'on parle donc de nourriture dans ce livre-là. C'est un livre, en fait, qui se passe dans un salon de thé. Donc, on suit notre protagoniste qui s'appelle Gemma, qui est une jeune fin vingtenaire qui a travaillé à l'étranger pendant plusieurs années, qui roulait sa bosse, qui faisait beaucoup d'argent, puis finalement, elle a décidé de revenir au bercail. Elle est retournée en Angleterre pour vivre avec ses parents. Parce qu'elle avait un autre projet en tête pour sa longue et belle carrière, elle a décidé d'acheter un salon de thé. Et son salon de thé n'est pas n'importe où. C'est dans un petit village dans les Cotswolds. C'est une belle région pittoresque de l'Angleterre et c'est dans le comté d'Oxfordshire, donc à un jet de pierre de la fameuse université Oxford, pour vous faire Où l'autrice est allée. Oui, absolument. Donc, on parle de l'université Oxford dans le livre. Justement, elle tire beaucoup de choses de son quotidien et des personnages. Elle s'inspire de sa vie à elle. Donc, dans le premier tome de la série, Choux à la crime, notre héroïne est confrontée à un événement qui met en danger la survie de son entreprise, son beau petit salon de thé qui est ouvert depuis peut-être 1 an ou 2. Pourquoi tu ris? C'est comme mon livre. Oui, c'est ça! Honnêtement, c'est quasiment calqué, là. Il y a eu une mort mystérieuse d'un touriste américain retrouvé étouffé par un scone devant son salon. Je peux pas dire ça sérieusement, ça a pas d'allure. Non, mais c'est correct. Je pense qu'on le garde comme ça. Gemma, elle cherche à faire sens de la situation puis elle tente de résoudre le meurtre elle-même parce qu'on comprend dès les premières pages que les forces de l'ordre dans la ville n'ont pas l'intuition nécessaire pour résoudre ce cas. Mais elle va pas le faire toute seule parce qu'elle va avoir besoin d'aide. Et les personnes qui vont venir l'aider, c'est qui? 3 vieilles femmes de la ville. Un quatuor de femmes âgées! Oui, vraiment? je vous jure! Ah ouais. Puis dans le livre, on les appelle les vieilles chouettes. Donc, elles n'ont pas comment je pourrais dire? Elles sont pas décrites de façon positive, mettons. Tu sais, Okay. c'est des vieilles chouettes, puis justement, je vous en parle. Elles entendent Ben, tout, on les appelle les mégères, elles font du commérage. Tu sais, c'est comme la caricature, c'est un point que j'ai pas vraiment aimé dans le livre, là, je vous en parlerai plus tard, mais bref, il y a un quatuor de vieilles femmes, puis j'utilise vieilles femmes parce que c'est le terme qui est utilisé dans le livre pour les décrire. Ces femmes-là vont aider Gemma. Mais en fait, elles mènent un peu leur enquête en parallèle, puis le chemin de Gemma et du quatuor s'entremêlent au courant de l'histoire, donc elles s'entraident sans s'entraider directement. Mais elles vont donner un coup de pouce dans le salon de thé, dans les moments difficiles, par exemple, quand il y a beaucoup de clients au début et tout ça. Donc, elles viennent vraiment soutenir la protagoniste. Donc, tout au courant de l'histoire, on suit la protagoniste, Gemma, qui est à vélo. Donc, elle se promène à vélo dans sa petite ville entre sa résidence, qui est en fait la maison de ses parents. Elle est retournée vivre chez ses parents. Ce qui est comique, en fait, c'est qu'elle vit chez ses parents, elle soupe avec eux chaque soir, mais on n'entend jamais parler du père. Donc, tout est à propos de la mère. Puis donc, on la suit chez elle, au salon de thé, puis jusque dans les corridors de l'université Oxford, où est-ce que là, on a comme
un aperçu de ce qui se passe à l'université là-bas. Au passage, Gemma rencontre un ancien amour du passé. Yes! Qui est en fait le nouvel enquêteur sexy de la ville. OK? Donc, évidemment, ils vont devoir travailler ensemble. Et on ne sait pas pourquoi ils se sont quittés. On n'a pas vraiment d'idée. Puis on a des petits indices ici et là, puis dans le deuxième tome, on commence à se faire une idée, mais la mère, non, on le sait pas. Fait que j'aurais pas le choix de lire le troisième, puis le quatrième pour savoir. Puis on parle aussi d'une petite chatte qui s'appelle Muesli. Puis Muesli, ben, c'est le nom du chat de l'autrice. Et sur son site internet, elle a une magnifique photo avec son chat. Mais toi, c'est sûr que t'aimes ça. Ton chat s'appelle Miniwi. On est vraiment dans les céréales, là. Elle a compris mon thème, là. Elle a compris mon thème. Donc, toute l'histoire se passe dans le charme anglais. On parle beaucoup de desserts, de nourriture. Puis on arrive à voir un peu comment elle doit gérer son salon de thé. Donc cet aspect-là est intéressant. On parle des sortes de thé que les gens boivent. Donc on a vraiment un bon portrait de ce qui se passe dans le salon. Là. C'est pas juste un accessoire dans l'histoire. À l'entendre dans mon ton de voix, vous savez que j'ai aimé l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment divertissant. C'était intéressant. Puis les animaux, j'adore. Les desserts, j'adore. Donc ça avait vraiment tout pour me charmer. Ce que j'ai moins aimé, par contre, ben là, je l'ai mentionné, comment les personnages sont caricaturés. Donc, les personnes âgées, la relation avec la mère, c'est un peu bizarre. Elle se plaint beaucoup de sa mère, puis je trouve ça un petit peu dommage. On aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus sain et comique, peut-être. Le touriste américain dont j'ai parlé au début, là, c'est vraiment le pire personnage sur la Terre. Je pense que ça voulait faire la pire caricature exagérée du monde, ben elle a réussi. Là. Bon, au moins, on n'est pas triste qu'il soit mort. On n'est pas triste qu'il soit mort. Mais c'est peut-être son but, là, parce qu'on est presque soulagé qu'il meure. Là, fait que c'est comme mon J'ai Dieu. une question. Oui. Il s'étouffe avec un scone de sa boutique ou non? Oui. OK. Ce qui fait que, je ne l'ai pas précisé, mais ce qui fait que les enquêteurs doivent fermer le salon de thé pendant quelques jours. Puis là, ça fait une mauvaise presse. C'est quoi la saveur? Je me souviens pas. Mais c'est un scone anglais. Ça répond-tu à ta question? Ah oui, contente-toi de ça. OK. Mais je pense que la recette était dans le livre à la fin, là. Oui. Ce que j'ai pas aimé non plus, il y a énormément de coïncidences qui ont pas de sens, tu sais, des rebondissements qui a pas d'allure. Des fois, ça manque énormément de crédibilité. Donc, faut pas être dans les détails puis aimer les enquêtes approfondies, là. On est vraiment pas là-dedans. Il y a un manque de profondeur dans les personnages, dans mon livre aussi. On parle pas beaucoup de sa meilleure amie. C'est ça, on dirait vraiment que Kat et moi, on a le même livre, là. Les personnages... Mais là, l'air meilleur. Oui, mais je pense que... moi, je suis un public facile. J'ai peut-être été charmée facilement par le mien. C'est ça, les personnages masculins sont un peu plates, un peu vides. Il y a un triangle amoureux aussi à un certain moment. Puis, il y a une scène dans le premier tome, où est-ce que la meilleure amie de Gemma se fait pincer une fesse, se fait toucher une fesse par le client américain, puis il y a comme rien qui se passe, c'est comme pas grave, on veut pas froisser personne, puis on reste poli, puis on fait juste lui dire non, t'as pas le droit de faire ça, puis c'est tout. Et ça, j'étais comme, franchement, on est en 2023, là, il peut se passer quelque chose de plus, c'est carrément inacceptable, puis étant donné que Gemma, c'est la gestionnaire, c'est la boss de la place, ben elle a un pouvoir, là, je veux dire, c'est ta meilleure amie en plus, allô fille, réveille-toi. Responsabilité aussi d'agir. Ben oui, puis il y a comme eu à un moment donné dans le deuxième tome où est-ce que le Gemma elle a une réflexion du genre je suis pas féministe mais là, puis j'ai fait ben voyons donc, on est encore là-dedans. Fait que là, en tout cas, si on lit ça, faut vraiment juste y aller pour le plaisir parce que c'est une lecture qui est divertissante, qui est le fun, puis c'est tout. Dites-moi les filles, est-ce que vous allez en relire d'autres? Moi, je pense que oui. Surtout le tien, René. Moi, ton livre-là, le Frangipani quelque chose, Ouais. je veux lire ça. C'est vraiment wow. Oui, moi, j'ai envie d'explorer encore le genre parce que c'est réconfortant, c'est divertissant, puis c'est le genre de littérature dont j'ai besoin par moment, là, parce qu'on lit des fois des choses sérieuses, un peu lourdes. Puis je pense que je vais essayer d'explorer plus le roman policier comme tel, pas nécessairement les mystères douillets, là, mais y aller vraiment avec un roman policier, puis de lire des femmes aussi, là, puis autres que Roxane Bouchard, parce qu'il y en a d'autres. Oui, moi, ça m'a rendu hyper optimiste aussi. Je me dis, comme, j'ai aimé ça, puis moi aussi, j'ai lu un livre que, comme c'était un twist sur ce que vous avez raconté, là, l'autre livre que j'ai lu, mais je pense que, comme, il y a vraiment des trucs super intéressants qui se font, puis j'ai envie de donner une chance à ce genre-là.
pour trouver exactement c'est quoi ma recette que j'aime. Un peu comme exactement comme avec la littérature sentimentale, tu sais. On est parti, on a essayé des affaires, puis là, je suis en train de trouver un peu c'est quoi ma niche à moi, qu'est-ce qui me parle plus, puis c'est ça, j'ai vraiment envie comme toi là, d'en essayer d'autres puis de voir, mais je pense que j'ai trouvé mon petit... tu sais, l'autre jour, on disait c'est pas un plaisir coupable ni un péché mignon, fait que je dirais mon plaisir mignon. Oui! Ouais, je pense que j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me fait du bien puis qui me stimule en même temps. J'aime ça voir c'est quoi les twists puis c'est quoi les variantes. C'est quoi la formule que l'autrice va utiliser pour nous partager son histoire. Mhm. Moi, mon livre, tu sais, je l'ai quand même apprécié. Là. C'était du bonbon, c'était relax. Ça m'a fait du bien entre des lectures sérieuses. Tu sais, comme tu dis, c'est comme un répit nécessaire. Puis c'était sympa, là. J'ai envie de lire les autres livres aussi pour voir où est-ce que le triangle amoureux s'en va, tu sais, puis de retrouver la bande du book club. En fait, ce défi-là, ça m'a permis de me donner la permission de revisiter un genre qui m'attire. Parce que ça m'arrive souvent de voir les livres en librairie puis d'être comme « Ah oui, j'aurais envie de lire un roman policier, tu sais, de faire travailler mon cerveau de façon le fun, là, légère. » Mais, tu sais, souvent, j'ai peur de ce que je vais retrouver entre les pages. Fait que c'est un genre qui m'attire. Puis là, je me suis donné la permission de faire des essais-erreurs puis de prendre le temps de dénicher un peu quelque chose qui pourrait vraiment me plaire. Tu sais, c'était pas un succès total, mais ça m'a permis aussi de réfléchir au fait qu'il y a différents types de polars, puis plutôt, dans le fond, que de tout rejeter en bloc. C'est un bon exercice de lenteur ce que tu proposes finalement, parce qu'il y a plusieurs façons de lire un roman policier. Ça peut être d'essayer soi-même de résoudre le mystère, donc de travailler, mais ça peut être aussi de se détendre, puis de se laisser aller, puis de juste suivre, puis de suspendre un instant toute réflexion critique. Je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire moi aussi avec ma série, de me dire ok, il y a des petites affaires que je suis pas sûre que ça marche, mais comme je suis là pour la ride, comme j'ai vraiment le fun, j'ai envie d'avoir du fun, j'ai envie que ça me fasse du bien, fait que je pense que comme des fois ça peut être bien de se rappeler qu'on n'a pas besoin de tout analyser puis de tout réécrire. Puis c'est comme, Annabelle, tu dis, tu sais, pas sûr que tu t'écrirais ce livre-là comme un livre féministe. En même temps, tu sais, le fait que ça soit les personnages masculins qui passent pas le test de Bechdel, là, c'est comme quand même le fun. Oui. Mais, tu sais, je pense que quand on développe une réflexion féministe, des fois, c'est difficile de décrocher. Oui. Puis ça fait du bien, des fois, de juste dire whatever, puis de se laisser, parce qu'on a tous aussi nos paradoxes. Ben oui. Hein, tu sais, je veux dire, on est tous des On a êtres toutes nos sociaux, là. contradictions, on a Puis toutes, c'est ça. oui. Puis, tu sais, des fois, on peut le voir, ça peut nous sauter dans la face, là, qu'il y a quelque chose de dérangeant. Puis être capable de faire, OK, ben pour aujourd'hui, je relaxe. Tu sais, je suis pas en train de passer devant l'Assemblée nationale, essayer de débattre une loi ou un problème de société, là. Ouais. Je suis dans mon lit en pyjama, puis j'essaie juste d'avoir du fun. Ouais. Je suis dans mon lit en pyjama, puis j'essaie juste d'avoir du fun. On va arrêter ça là. Moi, au final, là, comme c'est un livre, tu sais, oui, il y avait plein d'incohérences puis des choses comme ça, mais au final, est-ce que j'ai eu du plaisir? Oui. Puis j'avais vraiment envie de retourner au livre. À chaque fois que je le déposais, c'était un peu un regret de le déposer. Donc, elle a réussi à me garder accrochée. Donc, oui, il y a des petites incohérences, mais j'ai été capable de surmonter ça. Tu sais, c'est sûr que des fois, c'est un peu tannant, mais j'avais tellement de plaisir à le lire que... Fuck it, là, je le finis. Pour vrai, je l'ai fini en, je pense, une journée ou deux, là, un des tomes. Là, ça se mangeait tout seul. Donc, c'est comme ça que je sais quand c'est réussi, tu sais. Moi, dans le fond, c'est pour ça que je vais continuer à leur donner une chance, là, au Mystère Douillet, malgré le cynisme que je vous ai fait subir dans la dernière heure. Mais je pense que c'est un peu partagé. Oui, tout on a toute toute une expérience un peu intéressante, mais il y a un côté qu'on n'est comme pas convaincu à suivre. Il faut leur donner une chance. Ouais. Je vous ai préparé un petit plaidoyer pour célébrer la lecture des Cozies. Le Mystère Douillet comme genre littéraire est souvent rabaissé par les critiques parce que son lectorat est surtout féminin. Comme pour la littérature sentimentale, hein, comme on en a parlé déjà. Mais on commence à connaître la chanson, puis moi j'ai goût de reprendre le flambeau que Catherine nous a allumé là, dans nos cœurs là, dans le premier épisode sur les romans d'amour pour vous dire qu'il n'y a pas de gêne à vouloir lire des romans qui sont amusants, qui nous font du bien. Puis je nous revendique le droit de parler avec enthousiasme de nos lectures, puis sans se cacher, parce qu'il n'y a rien de honteux dans le fait d'apprécier des univers qui sont optimistes, non violents,
Surtout des univers qui mettent en scène principalement des femmes, pourquoi pas des chats puis des scones contre le crime. Est-ce que les amateurs de romans policiers sombres, protocolaires, cyniques, qui se cachent eux autres pour lire leur bouquin chouchou dans le métro? Non. Donc nous, on devrait pas se cacher non plus. C'est tout. The Frangipani Tree Mystery de Ovidia Yu est paru en 2017 chez Constable. À ce jour, la série compte 7 titres. A Scone to Die For de H.Y. Hannah est paru en 2016 chez Wishart Press. Chou à la crime, sa traduction française est signée Diane Garraud et est paru en 2022 chez City Editions. La série The Oxford Tea Room Mysteries ou Les thés meurtriers d'Oxford compte 13 tomes qui ont presque tous été traduits en français. Can't Judge a Book by Its Murder de Amy Lillard est paru chez Source Books en 2019. La série A Main Street Book Club Mystery compte 3 tomes. Vous venez d'entendre le 2e épisode de la 2e saison des Survenantes, une création balado de René, Annabelle et Catherine. Au montage et au mixage, Annabelle. La musique et les effets sonores sont de Pixabay. Un merci tout spécial à Angelos Coulon pour le graphisme et la création de notre site web, ainsi qu'à notre photographe, Clémence Lenné. Merci à nos amoureux pour leur soutien. Enfin, un énorme merci à notre communauté Patreon. Nicole Roy, Achik Mahboub, Simone, Barbara Agnese, Tinours, Robbie-Jeanne et Karine. Votre soutien nous permet de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité. Être membre des Survenantes sur Patreon, c'est avoir accès à une série de mini-épisodes ainsi qu'aux bloopers de chaque saison. C'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander des suggestions lectures personnalisées à n'importe quel moment. C'est la chance d'être salué en fin d'épisode et de participer à notre processus de création en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs, notre travail créatif. Merci!